Je ne m'attendais pas à trouver la paix, mais pendant quelques heures ce matin-là, j'ai eu l'impression de l'avoir enfin effleurée. Il n'y avait plus de carton à porter, plus de colocataires claquant les placards, juste moi, une tasse en céramique que je possédais depuis la fac, et le léger bourdonnement d'un frigo, qui n'était pas partagé. Je n'avais même pas encore acheté de rideaux. La lumière entrait durement par les fenêtres, frappant le parquet comme si elle y avait toujours appartenu. Comme si moi aussi, j'y appartenais. La maison n'était pas grande, 3 chambres, 2 salles de bain, un petit jardin avec assez de place pour des herbes aromatiques et des tomates, peut-être même un citronnier, si j'arrivais à le garder en vie. Mais elle était à moi. Achetée avec l'argent que j'avais économisé pendant 13 ans, dollar après dollar, service après service. Sans emprunt, sans garant, sans raccourci. Et puis mon téléphone a vibré. Papa, 8h03, on doit parler de la maison. Rappelle-moi dès que tu peux. Au début, j'ai cru que Peter Keller, mon père, voulait la voir. Il n'avait pas dit grand-chose quand je lui avais annoncé que j'avais signé. Ma mère, Nancy, non plus, juste un vague, c'est bien, Aubrey. Et puis, comme toujours, elle avait détourné la conversation vers le fait que ma sœur galérait encore à trouver un appartement en centre-ville. Cassie. 2 ans de moins que moi, un diplôme en histoire de l'art, pas de travail, mais des milliers d'abonnés pour son « esthétique de fille douce ». Elle vivait encore chez nos parents et semblait toujours attendre que la vie lui fasse de la place. Et, d'une manière ou d'une autre, elle finissait toujours par en trouver. J'ai posé ma tasse et je l'ai rappelé. Son visage est apparu à l'écran, plissé et impénétrable. Pas de sourire, même pas un bonjour. On en a discuté, dit-il, et on pense qu'il serait plus juste que Cassie ait la maison. J'ai cligné des yeux. Et quoi? Elle est noyée dans les dettes étudiantes. Toi, tu t'en sors bien, Aubrey. Tu pourrais facilement t'en acheter une autre. C'est tombé lentement, pas comme un coup, plutôt comme une pression sourde sur la poitrine, qui ne disparaît pas. On t'a élevé, ajouta-t-il, sa voix plus ferme. Il est temps que tu redonnes à la famille. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai juste écouté mon père respirer de l'autre côté de l'appel, une inspiration régulière et mesurée, comme s'il se préparait à ce que je m'oppose. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Cassie avait toujours été celle qu'il fallait sauver. Frais de scolarité en retard? Il payait. Une crise pendant les examens? Elle partait à Paris pour retrouver l'inspiration artistique. Quand elle avait accidenté la première voiture qu'il lui avait offerte à 16 ans, il lui en avait offert une autre. Moi. J'ai pris le bus jusqu'à mes 23 ans. Tu travailles dans la tech, continua-t-il. Cybersécurité, non? Tu gagnes bien ta vie. Et Cassie est dans une phase vraiment délicate en ce moment. Une phase délicate, ai-je demandé. Elle essaie de construire quelque chose, et elle ne peut pas le faire sans base. Cette maison pourrait être ce socle. Avant que je puisse répondre, le visage de ma mère est apparu à l'écran. Nancy Keller, toujours en peignoir, toujours avec ce ton doux qui rendait les pires choses presque polies. Aubrey, dit-elle doucement, on t'a donné tout ce qu'on a pu, et maintenant, on te demande simplement de faire la même chose pour ta sœur. Vous ne m'avez pas donné cette maison, dis-je. Non, admit elle, mais on t'a élevé. On t'a soutenu. Tu ne serais pas là où tu es sans nous. Les mots étaient lisses, bien rodés. Il n'y avait ni colère, ni méchanceté dedans, mais j'avais quand même l'impression qu'on était en train de me vider le cœur à la petite cuillère. Cassie, encore et toujours. Je repensais à toutes les fois où j'avais demandé de l'aide quand j'étais plus jeune pour acheter mes livres, payer un loyer, obtenir un garant, et à chaque fois, la même réponse, on doit se concentrer sur les études de Cassie pour l'instant. J'avais fini par arrêter de demander, et appris à survivre avec des pourboires et des nouilles instantanées. J'avais 34 ans. J'avais signé l'acte de propriété, payé l'apport, mis les services à mon nom, déplacé les meubles à la main. Et les voilà, à sourire doucement pendant qu'ils tentaient de m'arracher la seule chose que j'avais bâtie seule. Tu es égoïste, dit ma mère. C'est ça qui m'a blessé, pas la demande, pas même l'hypothèse, mais ce mot, égoïste. Comme si vouloir garder ce que j'avais construit représentait une trahison. Alors mon père s'est penché, son visage durcissant. Tu as une obligation morale envers cette famille, dit-il. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas expliqué. J'ai juste raccroché. Pas par colère, mais parce que je savais que si je continuais à écouter, je pourrais ne plus jamais leur adresser la parole. Une semaine plus tard, un coursier frappa à ma porte. Des documents juridiques. Mes parents, Peter et Nancy Keller, me poursuivaient en justice. Quand j'ouvris l'enveloppe, je ne ressentis pas vraiment de choc.
Pas vraiment. C'était plutôt une confirmation, comme si ce que j'avais toujours craint en silence venait enfin d'être couché sur le papier. Plaignants, Peter et Nancy Keller. Défenderesse, Aubrey Keller. Reproches, défaut de remboursement d'une dette familiale. Réparation demandée, transfert du bien immobilier à Cassie Keller, prise en charge du reste du prêt hypothécaire, indemnisation financière pour préjudice émotionnel. Il y avait même un chiffre, 289 000 $. Apparemment, c'est ce que m'élever leur avait coûté. Je me suis assise sur le sol de mon salon et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Les murs étaient encore nus, je n'avais même pas accroché une seule photo. La maison ne me semblait plus vraiment à moi. Elle ressemblait à une pièce à conviction. Ils disaient que je leur devais tout parce que je n'aurais jamais réussi sans leur investissement initial, comme si ma vie était un portefeuille qu'ils avaient le droit de gérer, comme si l'amour avait toujours été accompagné d'une facture juste différée. Mais ce n'est pas ainsi que je m'en souviens. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Mon premier job, c'était la livraison de pizza. Ensuite, j'ai mis des articles en sac au supermarché, nettoyé des cinémas, passé un été à trier des lettres non distribuées à la poste. Je faisais n'importe quel boulot qui payait juste assez pour survivre. À 18 ans, j'étais seule. Je n'ai pas été au bal de fin d'année, j'économisais pour acheter une Honda de 1998 avec 320 000 km au compteur et un rétroviseur manquant. J'ai vécu dans des studios qui sentaient la javel et le désespoir, je suis allée dans un community college, puis j'ai suivi des cours du soir en codage, ensuite un bootcamp, puis une certification, puis une autre. Ce n'était pas magique. C'était de la sueur. Pendant ce temps, Cassie était en Italie pour se retrouver. On la disait sensible, artistique, pleine de potentiel. Elle étudiait l'histoire de l'art dans une école privée, passait ses vacances de printemps à Lisbonne et ses étés à Vienne. Mes parents payaient tous les frais de scolarité, le loyer, les voyages, même les vêtements qu'elle portait sur ses photos. Je n'étais pas jalouse. Je devenais plus silencieuse. Je me souviens encore du mail que j'ai envoyé à ma mère en première année de fac pour lui demander si elle pouvait m'aider à acheter un manuel à 120 $ sur les structures de données. Sa réponse est arrivée le soir même. Nous concentrons notre soutien financier sur Cassie en ce moment. J'espère que tu comprends. Je comprenais. Et j'ai arrêté de demander. Mais malgré tout ça, je ne m'attendais pas à ça. Pas à un procès. Pas à l'accusation selon laquelle je leur devais ma maison simplement parce que j'avais, pour une fois, bâti quelque chose sans eux. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait, non? Du contrôle. Je ne leur appartenais plus, et ça les terrifiait. Le lendemain de la remise des documents, Cassie posta une story sur Instagram. Une photo d'une cuisine baignée de soleil, carrelage métro blanc, robinet en laiton, petits pots d'herbes alignés sur le rebord de la fenêtre. La légende disait: hâte de faire de cet endroit un vrai chez moi. Tellement reconnaissante envers ma famille qui se bat pour ce qui est juste. Ce n'était pas ma cuisine. Ce n'était même pas une vraie annonce, j'ai fait une recherche inversée. Pinterest. Mais les commentaires affluaient quand même. Tu le mérites, ma belle. Une vraie reine obtient son château. Trop fière de toi, tu tiens bon. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien posté. Que pouvais-je dire? Elle savait que j'avais acheté la maison seule. Elle savait que l'apport 77 000 $ venait intégralement de mes économies. Elle savait que je dormais 4 heures par nuit depuis des années pour que ce soit possible. Mais Cassie ne voyait pas cette maison comme la mienne. Elle la voyait comme la sienne. Ou plutôt, elle voyait mon succès comme une menace, parce que, pour une fois, il ne lui avait pas été offert. Ce n'est pas que Cassie était cruelle. Elle pouvait être charmante, même attentionnée. Elle m'envoyait des cartes parfois, m'appelait quand elle avait besoin de conseils sur ses petits amis, ses propriétaires ou ses professeurs. Mais elle vivait dans une autre version de l'histoire. Dans sa version, elle était celle qu'on oubliait, l'artiste fragile, la bonne fille qui avait juste pas eu de chance. Et mes parents, ils entretenaient ce récit comme une vérité sacrée. Elle traverse une période difficile, m'a dit un jour ma mère quand Cassie était rentrée plus tôt de Barcelone parce que l'appartement dégageait de mauvaises énergies. Période difficile. Pendant ce temps, moi, je me faisais auditer par les impôts parce que j'avais coché la mauvaise case et déclaré être travailleur indépendant au lieu de salarié. J'ai géré ça. En silence. Plus je devenais capable, plus je devenais invisible. C'est ça que fait le favoritisme quand il se déguise en équité, il ne crie pas, ne frappe pas. Il lisse juste les choses pour un enfant pendant que l'autre apprend à s'effacer. Et quand celui qui se tait finit par dire non, ça ressemble à de la rébellion.
Ma tante Denise, la sœur de ma mère, m'a appelé cette semaine-là. Nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Elle m'en voulait de ne pas l'avoir invitée à ma remise de diplôme du Community College, disait que c'était un manque de respect, que j'avais laissé le succès me monter à la tête. Je ne lui ai pas dit que je n'avais invité personne. Que je n'avais même pas participé à la cérémonie. C'était juste un diplôme d'associé. Je travaillais en double ce jour-là. 2 jours plus tard, j'ai découvert que tante Denise finançait le procès de mes parents pas parce qu'elle pensait que Cassie méritait la maison, mais parce qu'elle estimait que moi, j'avais besoin d'être remise à ma place. La première audience était prévue 2 mois après la réception des papiers. Je suis arrivée en avance sans avocat, juste un tailleur bleu marine que je portais aux entretiens d'embauche et un dossier rempli de chaque document que j'avais préparé pendant des semaines. Relevé bancaire, fiche de paie, contrat hypothécaire, acte de clôture, même l'email confirmant le virement de l'apport initial. Quand mes parents sont entrés, j'ai failli ne pas les reconnaître. Ils n'étaient pas seuls. Cassie les accompagnait, accrochés au bras de ma mère comme si elle partait au combat. Et derrière eux, tante Denise, brushing parfait, regard perçant. Ils portaient tous le même t-shirt blanc, avec ces mots en lettres noires majuscules sur la poitrine. La famille avant tout. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement tourné mon visage vers l'avant et attendu. L'huissier appela le numéro de l'affaire. Nous nous sommes levés. La salle d'audience était silencieuse, éclairée par des néons, froide. Il n'y avait pas beaucoup de monde, juste la juge, la greffière, la sténotypiste et quelques inconnus assis derrière nous, tels des fantômes sur les bancs. Quand la juge demanda si les plaignants souhaitaient exposer leur requête, leur avocat, un homme qui semblait trop fatigué pour croire lui-même à ce qu'il faisait, se leva et lut une déclaration préparée. Les Keller soutiennent que leur fille Aubrey ne serait pas dans sa situation financière actuelle sans leur investissement émotionnel, physique et financier tout au long de son éducation. En reconnaissance de cela, et au vu des difficultés financières actuelles de Cassie Keller, ils estiment que la solution juste et morale serait qu'Aubrey transfère la maison qu'elle vient d'acheter à Cassie, tout en continuant à payer le prêt hypothécaire pendant une période de transition de 2 ans. La juge me regarda. « Avez-vous une réponse, mademoiselle Keller ?» Je me levai lentement. Ma voix ne trembla pas. « Votre honneur, je suis la seule détentrice du prêt hypothécaire de cette propriété. J'ai payé chaque dollar moi-même. Il n'y a pas de co-emprunteur, aucun autre nom sur le titre de propriété. Aucun prêt de mes parents, aucun compte partagé, aucun accord écrit, aucune obligation légale. » Je remis à la juge une copie reliée de tous mes documents. Silence. Long. Et puis, le cirque commença. Cassie s'avança, les larmes déjà aux yeux, et tenta de me serrer dans ses bras. « Je te pardonne, murmura-t-elle, assez fort pour que tout le monde entende. Je te pardonne d'avoir poussé les choses aussi loin. » Je reculai. Elle trébucha légèrement. Ma mère poussa un cri comme si je l'avais giflée. Depuis l'arrière, tante Denise marmonna assez fort pour être entendue. « Petite chose honteuse. » La juge frappa de son marteau. « Et silence, s'il vous plaît. » L'avocat reprit, cette fois avec des albums photos de mon enfance, des vacances dont je ne me souvenais à peine. Il brandit un reçu imprimé d'un Happy Meal à $12,99 datant de 2003, preuve de leur investissement. Ils présentèrent aussi une capture d'écran d'un texto que j'avais envoyé un jour, « Je vous aime tous », étiqueté comme « preuve de lien affectif ». Cassie présenta un projet, un centre de retraite pour artistes. Elle voulait transformer la maison en un espace de guérison pour les créatifs comme elle. La juge demanda. « Avez-vous perçu des revenus grâce à ce travail ?» Cassie hésita, puis sourit. « Je suis créatrice numérique. Je construis ma marque. Ces choses-là prennent du temps. » « Et quel est votre revenu actuel ?» insista la juge. Cassie regarda ma mère. C'est ma mère qui répondit. Elle est dans une phase de transition. Puis vint le moment que je n'avais pas vu venir. La juge se tourna vers moi. « Mademoiselle Keller, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?» J'acquiesçai. Je lui remis un petit dossier. À l'intérieur, des emails datant de mes années d'université, moi demandant de l'aide pour les frais de scolarité, les livres, l'épicerie. Et toujours la même réponse. Nous concentrons notre soutien sur Cassie pour le moment. La juge lut en silence. Et lorsqu'elle releva les yeux, elle ne dit rien. Elle se contenta de s'appuyer dans son siège, le regard balayant la salle comme si elle venait de comprendre ce dont il s'agissait vraiment. 5 jours plus tard, la juge rendit son verdict, affaire classée. Aucun fondement juridique. Et ce fut tout. Pas de drame, pas de théâtre.
Juste une ligne discrète sur un papier officiel qui leur disait ce que j'avais toujours su, on ne peut pas poursuivre son enfant en justice simplement parce qu'il s'éloigne. Mais le silence ne dura pas. Le lendemain du verdict, je suis rentrée du travail et j'ai vérifié les images de mes caméras de sécurité que j'avais fait installer après la première convocation, plus par instinct que par peur. Et là, je l'ai vue, Cassie, debout près de ma voiture dans l'allée, regardant autour d'elle comme si elle attendait quelqu'un. Elle ne fit rien, resta juste là, nerveuse, immobile. Puis repartit. 10 minutes plus tard, tante Denise apparut. Elle avançait plus lentement, avec plus de détermination. Elle portait une bombe de peinture. Mais quand la lumière de détection de mouvement s'alluma, elle s'arrêta, leva les yeux, puis fit demi-tour. J'ai déposé une plainte à la police ce soir-là. Le lendemain matin, Cassie lança un GoFundMe. Aidez-moi à reconstruire ma vie après que ma sœur m'a volé ma maison. Elle utilisa encore la photo Pinterest de la cuisine, affirma que j'avais manipulé le système judiciaire et renié les valeurs familiales. Ma mère commença à publier dans des groupes Facebook locaux, me traitant d'ingrate, m'accusant d'avoir détruit la famille. Puis vint le texto. Vu les événements récents, Aubrey ne sera pas la bienvenue à Thanksgiving tant qu'elle n'aura pas fait ce qu'il faut. Je n'ai pas répondu. J'ai commandé chinois et regardé un documentaire sur les naufrages. Quelques jours plus tard, le groupe de discussion familiale a commencé à s'effondrer. C'est ma cousine Rachel qui a lancé le premier message. Vous avez payé les 200 000 $ d'études de Cassie pendant que je faisais des shifts de nuit pour mon community college. Maintenant vous voulez aussi la maison d'Aubrey ? Puis un autre cousin a ajouté. Vous vous souvenez quand j'ai demandé 200 $ pour acheter mes manuels et que vous avez dit que c'était tendu financièrement, mais vous avez acheté un MacBook à Cassie la même semaine ? Le groupe a explosé. Des gens silencieux depuis des années se sont soudain souvenus de ce qu'on leur avait pris. Même grand-père Raymond, le père de mon père, s'est exprimé. Vous êtes une honte. Elle a réussi malgré vous, pas grâce à vous. J'ai lu son message 2 fois. Cette phrase m'a frappé plus fort que n'importe quel verdict, parce que c'était la première fois que quelqu'un dans cette famille le disait à voix haute. Cela fait 6 mois depuis la décision du tribunal. Je n'ai pas parlé à mes parents depuis. Ils envoient encore des messages. Ma mère écrit des choses comme « On est dans une situation difficile. Quand vas-tu rentrer ? Ta sœur ne trouve pas de logement stable. Elle souffre, Aubrey. Mon père a envoyé un email, court et froid. Quand nous pardonneras-tu ? La famille doit rester unie. » Je n'ai pas répondu. Je ne les ai pas bloqués non plus. Je laisse les mots arriver, et repartir dans le vide. Cassie travaille maintenant à temps partiel dans un Starbucks local. Elle poste des stories Instagram pour se plaindre des clients impolis et des dynamiques familiales toxiques. Son GoFundMe a été supprimé pour non-respect des règles de la plateforme. Le lieu de travail de ma tante lui a adressé un avertissement officiel après qu'elle ait utilisé son email professionnel pour me harceler. La maison est toujours silencieuse, mais maintenant, elle l'est autrement. Elle est sûre. Un chien croisé berger allemand dort à mes pieds pendant que j'écris ceci. Elle s'appelle Luna, je l'ai adoptée au refuge il y a 2 mois. Elle a une oreille tombante et une cicatrice près de la patte, comme si elle avait traversé quelque chose, elle aussi. On s'entend très bien. Grand-père Raymond vient me voir tous les dimanches. Apparemment, il essayait depuis des années mais mes parents avaient toujours une excuse pour le tenir à l'écart. Trop occupé, trop fatigué, c'est pas le moment. Je ne lui ai pas demandé pourquoi. Il n'a pas expliqué. Maintenant, il vient chaque semaine avec un sac en papier plein de courses et un nouvel outil pour mon garage. On mange simplement. On parle du temps, de gonds à réparer, de choses qui ne demandent pas de spectacle. La semaine dernière, il a apporté une photo que je n'avais jamais vue, moi, à ma remise de diplôme du community college. Je ne l'avais invité, ni lui ni personne. Mais on le voyait là, tout au fond, les mains dans les poches, regardant derrière la clôture. Je ne t'ai jamais oublié, m'a-t-il dit. On ne m'a juste jamais laissé m'approcher. Puis il m'a regardé dans les yeux et a ajouté. Je suis fier de toi, Aubrey. Tu ne leur as pas laissé ce qui ne leur appartenait pas. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement hoché la tête, versé plus de café, et je suis restée là avec lui alors que le soleil se couchait sur le jardin. Parfois, j'ai encore envie d'expliquer, d'envoyer un long message, de tout dire, chaque service non rendu, chaque blessure silencieuse, chaque fois où j'ai choisi de ne pas hurler. Mais alors Luna se recroqueville près de la porte du fond, la lumière se tamise doucement sur le parquet, et je me souviens.
Je ne dois d'explication à personne pour avoir bien survécu. Pas même à ceux qui m'ont élevé. Je garde le titre de propriété dans un tiroir près de la fenêtre. Ce n'est pas juste une maison. C'est la preuve que je suis sortie, que je suis restée dehors, et que je ne suis pas revenue pour qu'ils m'aiment. Je suis revenue pour qu'ils arrêtent de mentir. On n'a pas besoin de tout dire. Il suffit de laisser un mot celui qu'ils ne t'ont jamais dit.